Yo les Schwab Boys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de faisceaux électriques. Repensez à tous les moments où vous étiez dans les cailloux par terre dans le froid, à remettre votre boîte de vitesse, à vous péter le dos, vous faire mal partout, ça casse les couilles la mécanique. Le faisceau, t'es là, tu tires tes petits câbles, t'es au chaud, pépouze, quick quick. Franchement c'est les vacances. Mais alors pourquoi tout le monde déteste les faisceaux? C'est le syndrome des choux de Bruxelles. Là j'ai perdu tout le monde. Rappelle-toi quand tu étais petit dans la cour de récré, tu avais toujours les petits bad boys qui faisaient les rebelles. Tu sais, ils avaient la crête comme ça. Ils avaient les chaussures avec des loupiottes et tout, les roulettes. Pète sa mère. On voulait tous être copains avec ces mecs-là. Sauf qu'eux, ils faisaient les shows. Ils disaient j'aime pas ci, j'aime pas ça, les choux de Bruxelles, les épinards. Bah nous, on voulait être copains, donc on disait tout comme eux. On disait ah ouais, non, les choux de Bruxelles, dégueulasse, nique sa mère. C'est pas qu'on n'aimait pas les choux de Bruxelles. C'est juste que on voulait rentrer dans le moule. Tu prends un mec dans l'automobile, même situation, tu lui parles de faisceaux électriques, il va te dire direct ah ouais non les faisceaux électriques, j'y comprends rien, vas-y j'y touche pas, ouais l'électronique, laisse tomber. C'est pas qu'il aime pas ça, c'est que tout le monde dit qu'ils aiment pas ça, donc ils essayent même pas d'y goûter, tu vois. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire aimer les choux de Bruxelles. Voilà. Avant de nous occuper de toute la partie sexy, donc le faisceau moteur, les capteurs, la max sécu, la boîte automatique, le shifter, etc., il faut qu'on ait un circuit de puissance, c'est-à-dire tirer de la batterie le plus, les excitations, le démarreur, l'alternateur, tout le réseau de charge et le réseau de la boîte à fusibles. Je le rappelle, cette voiture à l'origine, c'était un 1,8 litre carburateur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de relais de spal, de relais d'injection, d'allumage, de pompe à essence, rien de tout ça. Ici, tu vois les emplacements, tout est vide. Du coup, dans l'habitacle, j'ai dépoilé tout ce qui était facilement dépoilable, histoire d'avoir accès au faisceau d'origine, voir un peu ce qui se passe derrière, par où les fils ils vont gambader. J'ai d'ailleurs trouvé un emplacement pour le calculo, je vais le mettre ici, mais on verra ça tout à l'heure. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver comment ça se passe dans le Neumann ici. Pour pouvoir envoyer du jus là où tu veux, comme tu veux, il faut comprendre comment fonctionne le Neumann. J'ai mis le voltmètre en mode continuité. Et le Neumann, tu sais, tu as plusieurs positions. Tu as le premier contact, deuxième contact, et ensuite quand tu tournes, et ça démarre, ça active le démarreur. Donc en faisant ça, j'ai mesuré la continuité sur différents fils pour essayer de comprendre lequel active quoi. Donc là, j'ai un schéma du Neumann. Voilà. Je sais quel fil excite le démarreur, quel fil est le plus après contact, etc. Et maintenant, on va s'occuper des relais. Chaque semaine, pendant 10 ans, il y a eu une version différente qui est sortie avec des emplacements différents, des fonctionnalités, enfin des branchements différents. Donc en fait, il n'y a même pas moyen de trouver le bon schéma de la voiture parce qu'il ne correspondra pas au schéma réel. Je tombe sur les mêmes problématiques qu'il y avait sur la Fiesta. C'est-à-dire que les schémas fournis par le constructeur ne correspondent pas au véhicule, tout simplement. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que tu vois, là j'ai pris une deuxième boîte à fusibles d'une autre version différente. Je ne sais même pas laquelle c'est et que j'en ai pas grand chose à foutre. Ce qui va m'intéresser moi, c'est déjà de parasiter, en fait, piquer des trucs sur celle-là. Ici, les dépiner, les sortir et compléter cette boîte dans les emplacements vides. Il me faut grosso modo que je rajoute 5 relais et 5 fusibles et ça tombe bien, ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. On va fabriquer une bonne boîte à fusibles à partir de 2 boîtes à fusibles, en gros. Ce que je suis en train de faire n'est absolument pas filmable, c'est-à-dire qu'il faut juste que je fasse mes devoirs. Toutes les pages de doc, essayer de comprendre chaque fil, où est-ce qu'il va, comment fonctionne la boîte à relais, c'est un enfer. Donc voilà, je vais y passer une semaine. Et je vous reprends dans une semaine. Voici ce qu'on a besoin dans une boîte à relais classique en ce qui concerne la partie moteur. Un relais de ventilateur, de refroidissement. Un deuxième, alors ça c'est optionnel, on n'a pas forcément besoin, mais moi je le mets. Un relais de pompe à essence, voire 2, ça dépend de la taille des pompes à essence et combien elles sucent. Par exemple, une Walbro 525 litres/heure, ça suce genre 25 ampères en continu, il faut vraiment un très gros relais. Parce que sinon il surchauffe. Mais celui-là, moi, je vais le mettre dans le coffre, directement, dans le coffre de la voiture, proche de la batterie et des pompes. Comme ça, les gros fils, j'aurai pas besoin de les tirer très longs. Parce que tu sais, plus tu suces fort, plus ça chauffe. Et plus ça chauffe, plus il te faut des grosses sections, etc. C'est chiant.
un relais d'allumage pour tout ce qui est bobine, un relais d'injection Max Sécu, calculateur et petit solénoïde. Et moi, j'ai ce relais spécifique, un timer pour la 8 HP. D'ici là, sur ma boîte à relais en rab, j'ai extrait un porte-relais sur lequel je vais mettre un timer. C'est-à-dire un relais qui, quand tu mets du jus, il s'active et quand tu coupes le jus, il reste activé pendant un certain délai. Ça coûte cher. Je te mets le lien en description, je te donne la ref. Donc ça, tous ceux qui montent des 8 HP, écoutez bien, c'est très important. Dis-toi que ta boîte automatique, la 8 HP, c'est un peu comme un PC. Et ton PC à la maison, quand tu veux l'éteindre, tu ne débranches pas de la prise comme un gros port. Tu ne fais pas ça. Ce que tu fais, c'est que tu cliques gentiment sur éteindre le PC et ensuite il rame. Il va ramer et ensuite il va s'éteindre. La 8 HP, c'est pareil. Elle a besoin de ramer un peu avant l'extinction pour sauvegarder ses paramètres et tout son délire, pour pas que la prochaine fois que tu la rallumes, elle se mette à moitié en défaut. Plus après contact masse pour piloter le relais et ensuite le plus batterie sur la patte 30. Te trompe pas parce que c'est sur la patte 30 que le timer est alimenté. Si tu inverses, du coup le truc il s'éteint direct. Et enfin, je réinjecte ça dans la boîte à fusible d'origine. Je me suis pété les dents. Tu vois un relais sur le papier, tu mets un petit courant sur ces deux pattes, il y a un gros courant qui passe sur ces deux pattes-là. Donc que tu mettes la masse et le plus après contact d'un côté ou de l'autre, peu importe, ça va fonctionner. Mais au moins, garde une cohérence dans ce que tu fais. Et genre, il y a un certain gentleman's agreement. En général, on met la masse de ce côté. Bien sûr, chez Ford, ils sont originaux. C'est l'élite de la nation. Donc, ils ont décidé un coup de mettre les masses d'un côté, un coup de l'autre. Comme ça les arrange. Et moi, ça ne m'arrange pas du tout. Parce que du coup, pour réutiliser selon une logique normale, ces emplacements qui sont disponibles pour intégrer des relais, moi il me faut des plus après contact. Et là il s'avère que j'ai un putain de peigne comme ça avec une masse commune. Donc il faut que je décrime tout et que j'inverse toute la logique des trucs. C'est du suicide. Donc j'abandonne. Je ne réutiliserai pas la boîte d'origine. Et puis la merde. Parmi les quêtes annexes, je dois déplacer la batterie qui se situe ici d'origine dans le coffre. Sincèrement, j'ai essayé de me convaincre que j'aurais pas besoin de le faire. Je protège la ligne d'échappement, le turbo, etc. Ça va pas trop chauffer. Non, mais je l'ai déjà dit 1000 fois. Quand t'as un doute, il n'y a pas de doute. La vérité, c'est que l'échappement, j'ai beau le wrapper autant que je veux. Ici, là, toute cette partie-là, elle sera à 200 degrés ou plus. Et la batterie à 200 degrés, elle cuit sa mère. C'est à ce moment qu'on a besoin d'outils inutiles. Donc, j'ai mis un forêt à dépointer. Et je me fais chier à dépointer point par point. Tu vois, ça c'est le genre d'outil que je sors une fois par an, mais quand je le sors, je suis content de l'avoir parce qu'il y a des endroits où tu peux pas rentrer la perceuse. En tout cas, je vais essayer de faire ça propre en mode sneaky raton. J'ai enlevé les caches et je vais y passer sur le côté. Ça, c'est le genre de soudure qui déclenche des incendies. Bon, je ravale mon seum et ma semence et je vais utiliser, c'est exactement ce que je voulais pas faire, une boîte à fusible et à relais auxiliaire pour toute la partie gestion moteur. Ça, c'est une boîte que j'ai toujours chez Daddy, voilà, avec des mini relais ultra gousy. Mais ouais, l'idée me plaît pas. Pourtant, c'est ce que tout le monde fait parce que comme ça, tu as une base saine. Le truc d'origine, tu touches pas, tu laisses faire sa vie. Et tu mets une boîte auxiliaire pour toute la partie gestion moteur. Alors, tu n'as pas besoin de faire ça si tu as déjà une voiture en injection. Tu as juste à retrouver les bons fils et les tirer. Il n'y a rien à faire. Franchement, c'est super easy. C'est ce que j'ai fait sur la Fista. Mais quand c'est une caisse en carbu que tu électrifies, tu es obligé de rajouter des trucs qui n'étaient pas pensés à la base. Vous le verrez tout au long de la vidéo, mais en gros, toutes les pièces que j'utilise dans cet épisode, à savoir les capteurs, les injecteurs, les papillons électroniques, etc., tout vient de chez Autodoc, qui est le partenaire de cette vidéo, donc merci à eux, mais surtout le numéro 1 en Europe des sites de vente en ligne de pièces automobiles. Vous avez énormément de chances de trouver des pièces, même pour des véhicules qui sont rares et à des prix très bas. Surtout en utilisant mon code promo Ultimate Making qui vous donnera moins 5%.
On recommande tous l'application mobile parce que c'est moins cher, c'est vachement pratique et surtout tu as accès à tout le catalogue en rentrant simplement la référence de ton véhicule, ce qui fait que c'est plus précis que si tu cherches sur Google. Par exemple, si je cherche un kit pour boîte automatique BMW, je descends dans boîte automatique, kit Carter et j'ai accès à plein de constructeurs avec des qualités et des budgets différents. Je préfère faire une recherche directement avec la référence constructeur. Je cherche un papillon en 74, je rentre la ref. Je cherche des injecteurs haut débit, 650 cc, je rentre ma référence top secrète. Avec la ref, vous êtes sûr d'avoir la bonne pièce, mais dans tous les cas, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Si jamais vous n'avez pas la bonne pièce, ça arrive, vous faites un retour, ils prennent en charge le retour, vous n'avez rien à payer, vous serez remboursé. Je vous mets le lien en description et on passe à la suite. Parmi les quêtes annexes, on a une autre chose concernant le tableau de bord. Comment on appelle ça? Tableau de bord? Ouais. Compteur, ouais. Compteur. D'origine, tu vois, la vitesse, elle est pilotée par un câble qui va sur la boîte. Et oui, c'est une voiture de 1980, donc forcément, l'aiguille, c'est pas électronique, tu vois, il y a un mécanisme derrière. Et vu qu'on a une boîte automatique, c'est fini tout ça. Moyen-Âge. J'ai acheté d'occasion un compteur de, je sais plus, Citroën quelque chose, peu importe, je m'en tape. Et cette aiguille-là, elle est en PWM, donc il y a un module électronique qui pilote l'aiguille en fonction de pulse, exactement comme les tours minutes. Donc là, il va falloir faire une magouille pour extraire le mécanisme et l'aiguille d'ici et la réinjecter en lieu et place là. Donc en modifiant tout le tralala. Et pour ça, j'ai fait venir un collègue très compétent. Voilà. Le challenge est présent, moi j'aime le challenge, donc c'est parti en vrai. Ouais, sans imprimante 3D, ça va être difficile. Oui, là je te mets en vrai, un gros handicap. En vrai, c'est tellement le genre de truc où là t'enlèves le machin, tu prends le truc, et dans tous les cas ça va pas s'adapter, que tac tac, tu fais un petit peu de 3D, t'imprimes une petite pièce et ça te simplifie tellement toute la vie quoi. Oui, mais moi tu sais, j'ai un outil encore plus performant. Ah ouais? Ça s'appelle le pistolet à colle. Jaeger, c'est ça. Tu vois, c'est écrit sur le compteur, c'est de ça que je parlais. Oui, mais je veux dire, je suis pas fou, quoi. Non, mais c'est la même marque qui faisait les montres. Ah, ok. ABS, c'est le même plastique que pour les Lego. Si tu veux briller en société, tu peux le dire. Cette information est utile, j'éviterai de me cogner le pied dedans. C'est ça, il fait... Jaeger le foot. Jaeger le foot. Et en vrai, il y a moyen que tu récupères le compteur kilométrique là-dessus. Ouah, regarde mon gars comment je l'ai hot swap. Hot swap là. Tu peux pas faire mieux là. Le plus haut. Attends, mais on lui a pas découpé le cul encore. Hein. Il y a toute la place. Est-ce que hein. la LED va fonctionner? Ah merde, j'aurais pas d'éclair. Ouais, quoique. Si, je pense que t'en auras un peu quoi, mais il sera pas diffusé comme... Mais après, ce que je peux faire, c'est récupérer la platine de celui-là et mettre sur l'autre. Hein. Sur un malentendu. Ah merde, à tous les coups, c'était un livreur qui était chez moi là qui m'a appelé là. Mais imagine les gens qui ont un vrai travail quoi. Bah ouais, nous déjà on galère. Ouais, déjà nous on galère alors qu'on est quasiment tout le temps à l'atelier. Attends, t'es en train de dire que j'ai pas un vrai travail là? Ouais. Tes forêts coupent tellement bien. Ça change de mes forêts de Lidl hein. Mec, c'est un forêt carbure. Ok. Bah il carbure hein, pour le coup. Ok, bah j'ai plein de trous. Eh ben super. Tu peux y mettre ton zizi où tu veux. Ouais, ils sont tous à la bonne taille en plus. C'est pas la mienne, je l'ai volé à Daddy. Mais il m'en voudra pas. Bah non, je pense pas. Hein. Pourquoi il t'en voudrait? Le vol c'est pas si mal. Ouais, non. Tu en avais juste plus besoin. Hein. Ouais, voilà. Le cadran d'origine, hop. Hot swap. Nouveau cadran. Putain, ces youtubeurs ils ont vraiment l'air cons à parler tout seuls devant leur caméra. T'as l'air d'un attardé là, tu parles à qui? Bah je parle aux centaines de milliers d'abonnés. De viewers. Je les vois pas, ils sont où? Ils sont dans notre cœur. Vas-y, on va élargir le trou. En fait, j'ai juste à me mettre à la place de l'URSSAF et normalement, je dirais bien... Ça devrait s'élargir tout seul. Seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est élargir pour récupérer les 2 digits qui manquent à gauche et à droite. Ouais, ça dit ça.
Ah, C'est pas hyper, mais on voit au moins. trabajo de professionnel. Professionnel. On va swap les aiguilles. Parce que si on remet celle-ci, ça dépasse un peu trop. Tac, aiguille raccourcie. Magnifico. En reprenant, en découpant l'ancien compteur, le cul de l'ancien compteur, en le mettant sur le nouveau, ça se monte en lieu et place. Juste la tension des vis, ça tient le compteur. Regarde ça, regarde. Ah, j'avoue que ça le fait grave, hein. Ça fait presque le compteur d'origine, quoi. Comme ça? Si ça rentre pas. Merci pour ton aide. Je trouve que le bricolage, c'est vraiment cool. Surtout quand t'es pas tout seul. C'est une très bonne journée, hyper productive, là, franchement. C'est vrai. Magnifique le compteur. Je pense qu'il y aura Travail d'orfèvre. une journée de taf, 1 minute de rush. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me suis aussi tapé pendant 2 jours la partie chiante et impossible à filmer. Même moi, là, j'arrive pas à voir ce que je suis en train de faire. Donc j'étais en train de me défoncer les mains à dépouiller tout le faisceau d'origine, essayer de comprendre chaque couleur de fil à quoi elle correspond et prendre seulement ce qui m'intéresse. Donc voilà, de toute façon, c'est pas très important parce que vous aurez pas la même voiture, pas la même couleur ni rien. Mais ce qu'il faut retenir de ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré notamment dans la nappe ici. Là, j'ai le tableau de bord et la nappe qui va derrière. J'ai repéré les couleurs des choses qui m'intéressent. Donc, plus après contact, masse, évidemment. Et ensuite, la température d'eau qui doit aller dans la baie moteur sur mon capteur. La pression d'huile, pareil, baie moteur. Les RPM, les km/h, toutes les infos utiles du tableau de bord. J'ai repéré où ça partait. Je les ai tirés ici. Donc tu vois RPM, km/h qui vont partir là-bas au max sécu qui sera ici sur une prise. J'ai tiré la masse, une masse pour l'électronique de la 8HP. Un plus après contact, mais le premier contact, tu sais, pas le deuxième. Donc c'est vraiment le premier contact qui va juste activer les spales. Et le plus après contact, enfin celui pour l'allumage, injection et le démarrage. L'alimentation de la 8HP. Donc voilà, j'ai tout simplifié. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire, déjà, c'est de fixer le relais dont je vous parle depuis tout à l'heure. Celui que j'ai pas réussi à mettre là. Je vais le mettre ici, qui sera facile d'accès, tu vois, comme ça. Batterie solidement fixée dans le coffre, donc j'ai essayé de faire ça propre. J'ai remis le support que j'ai dépointé à l'avant et je l'ai mis ici à l'arrière. Donc comme ça, la batterie est comme d'origine. Le fil rouge qui se balade, qui part là-bas. Ensuite, j'ai ramené un énorme fil rouge qui va partir sur les 2 relais de mes 2 pompes à essence. Parce que j'ai une pompe à essence immergée, donc la fameuse Wallabro 525 litres/heure immergée. Et la pompe de relevage qui est en dessous de la voiture pour remplir le tampon. Bon, j'ai surdimensionné à balle, donc c'est ultra méga surdimensionné. Les câbles, là, je peux y passer 80 ampères. Mais de toute façon, j'avais que du overkill en termes de câbles. Alors, vaut mieux trop que pas assez, j'ai envie de vous dire. Donc là, je crimpe les grosses alimentations des pompes à essence, la puissance. Et ici, ces tout petits fils, c'est du plus batterie parce que le calculateur, le max sécu, il va mettre à la masse. Donc, il déclenche les relais en mettant à la masse. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu alimentes en plus. J'ai tout gainé avec du Tesa. Le Tesa, c'est le scotch là. Bim bim badaboum. Ça va venir se loger comme ça à l'envers, tu vois. Comme ça, si jamais je balance quelque chose dans le coffre à l'arrache, ça va pas venir accrocher et arracher mes relais. C'est pour ça que je les ai mis bien à l'envers. Voilà. J'en profite aussi pour refermer définitivement le réservoir tampon ici dans le coffre. Et je voulais en profiter pour vous parler d'un phénomène dont personne ne parle parce que très peu de gens sont au courant. Je sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu sors une vis d'un bloc aluminium, parfois il arrive qu'elle embarque le filetage alors que t'as même pas forcé, tu sais même pas pourquoi elle a foiré. Et en fait, ça arrive lorsque les vis sont en inox notamment. Et là, c'est exactement ce cas de figure.
Le corps là est en aluminium et mes vis sont en inox. Donc là, je graisse bien avec de la graisse, tout simplement, le filetage, parce que c'est pas une question d'effort, c'est pas une question de force, c'est une question de chimie. Il y a une réaction chimique qui se passe entre les deux métaux. Quand c'est de l'inox avec de l'aluminium, c'est son destin, ça va foirer. La vis, elle va se coller à l'alu, ça va s'amalgamer et tu vas sortir le filetage. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, pour essayer de limiter ce phénomène, je mets du gras. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose. Réflexe très important qu'il faut toujours avoir, voltmètre en mode continuité. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est tester qu'on n'a pas un plus qui touche la masse ou un problème dans le genre. Réservoir tampon, Validax. Le spal, pareil, je l'ai câblé, je lui ai mis des prises qui vont faire rager les puristes. Tu vois, c'est des XT60, des prises de lipo, là, tu sais, le modélisme. Je les aime bien franchement parce que là tu passes énormément de puissance, c'est fiable et c'est vraiment super facile et super pas cher à câbler. Donc voilà, c'est mon péché mignon, mettre des prises de modélisme sur ma bagnole. Petit tips de rat embourgeoisé pour faire un travail de qualité. Tu vois toutes les durites qui se baladent, tous les câbles qui se baladent, je les ai riselantés avec des espèces de riselants automobiles. J'ai acheté 5 paquets pour 10 €, donc je te mets le lien en description, ultra rentable. Tu vois, c'est des espèces de trucs à bourrelet comme ça que tu bourres dans un orifice et ensuite bah, tu attaches ton riselant. Donc c'est génial, c'est super rapide à mettre en place. Yeah boy! Là, je suis chaud là. On commence enfin les parties intéressantes. Donc je vais commencer par le faisceau de la boîte de vitesse. Et là, je me rends compte que pour parler de ce faisceau, il faut parler de CAN bus. Parce que tout passe par le CAN bus. Mais dis donc, professeur Jamy et Kichel, qu'est-ce que le CAN bus? Alors, le CAN bus, c'est quelque chose qui peut être à la fois très compliqué et très simple. Le CAN bus, c'est tout simplement la méthode moderne de communication entre tous les calculateurs indépendants d'une voiture moderne, tu vois. Tu sais que les voitures actuelles, c'est un délire. Tu as des calculateurs indépendants partout dans la voiture. Calculateur d'airbag, d'ABS, calculateur de boîte, calculateur de pont, calculateur de je ne sais quoi. Tu as 1 million de trucs qui dialoguent ensemble. Et pour éviter de se trimballer des nappes épaisses comme ça entre chaque appareil, c'est pas viable, et ben, il a été développé ce qu'on appelle le CAN bus. C'est un truc tout bidon. C'est 2 petits fils entrelacés ensemble qui permettent de faire circuler une sauce, un protocole de communication par lequel va communiquer tous les appareils électroniques de ta voiture. Donc bon, le protocole à déchiffrer, à comprendre, c'est super compliqué, c'est un bordel. Mais heureusement, MaxECU, ils ont fait le travail à notre place. Néanmoins, il y a 2 petites règles à respecter. Donc tu as le faisceau principal qui va courir où tu voudras dans ta voiture, où ça t'arrange, et sur lequel tu vas faire des ramifications qui vont se piquer sur ces 2 fils, dans lesquels on va brancher nos appareils. Et il va falloir faire des ramifications qui sont d'environ moins de 10 cm. Parce qu'apparemment, si tu les fais plus que 10 cm, selon MaxECU, ça peut créer des interférences. Donc on va essayer de respecter ce qu'ils disent. Moi, je vais pas réinventer le CAN bus. Il faut mettre une résistance de 120 ohms à la fin. Voilà. Sur le papier là, comme ça, vu que c'est pré-mâché, ça a l'air simple. Donc on a juste à brancher et prier pour que ça marche. Concernant le faisceau de la 8HP, il faut savoir que si tu n'as pas envie de faire ce faisceau, eh ben, tu vas sur le site MaxECU et tu l'achètes 350 balles. Est-ce que ça t'a calmé? Vous inquiétez pas, en tant que bon Romain des Bois, je vais vous montrer comment faire ça pour à peu près 20 balles. Donc je vous rassure, c'est pas très compliqué. On va commencer par acheter un faisceau de véhicules équipés de 8 HP, genre Jaguar, BMW, peu importe, sur un site en Lituanie. Donc une fois que tu as reçu ça de la casse pour à peu près 15 €, on va dégager toute la partie qui ne nous intéresse pas et on va garder juste la partie connecteur de la 8 HP avec son bout de faisceau. De la même façon à la casse, il va vous falloir un shifter de BM. Tu constateras que je me suis fait baiser comme un bleu. J'ai vu ça, il était à 12 €, donc je l'ai acheté et j'ai pas fait gaffe qu'en fait c'était un conduite à droite. Fuck! Du coup j'en ai acheté un autre. Il est dans la voiture. La voiture est en haut, j'ai la flemme d'aller le chercher, mais c'est tout pareil.
Juste que les boutons là, ils sont là et voilà, bref, peu importe. Donc ce shifter de BM, j'ai eu de la chance parce que il y a la petite prise qui était fournie avec, parce que les Polonais, ils préfèrent couper sauvagement que débrancher. Donc ça m'arrange, j'avais besoin de la prise. Alors il faut savoir qu'il y a des modèles à 8 pins et des modèles à 10 pins. Voilà, donc tout ça, ça dégage. On le dépouille. Et on trouve lequel est le pin du CAN L, CAN H, le plus, le moins et le wake up. Et tu vois, il n'y a vraiment pas besoin d'être un génie, il suffit juste de faire une recherche sur Google. Max CU ont déjà fait tout le taf, donc ils ont déjà repéré les pins sur la prise et ils ont repéré où brancher quoi, tu vois. Il y a tout marqué ici. Donc tous ces pins, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est pin 5, 6... 9, 13 et 14. Voilà. D'origine, il y a plusieurs réseaux CAN. À mon avis, c'est par redondance, tu vois. Genre, s'il y en a un qui perd le signal, il y a l'autre qui prendra le relais. Bon, nous, on s'en tape. Jésus est avec nous. Donc, on n'a pas besoin de redondance. Si on perd le signal, on fera des tonneaux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des épissures. Oh putain, mais en fait, les deux CAN bus, c'est les mêmes. C'est quoi cette arnaque? En fait, c'est les mêmes, c'est juste qu'il y a une épissure. J'ai ressoudé, gaine thermocollante, et ça remonte. On passe ensuite au shifter. Donc là, je lui ai fait un petit support. Alors, c'est un peu ghetto, mais le ghetto ne fait pas l'homme. Donc voilà, shifter sur son logement. Et vu que je me suis fait baiser, donc celui-là, c'est le bon, tu vois, c'est le conduite à... gauche. Et vu que j'ai pas le connecteur pour celui-là c'est un 8 pins et l'autre c'était un 11. Donc voilà, j'ai grave le seum. J'ai réussi à retrouver ces connecteurs sur AliExpress. Pareil, tous les liens sont toujours en description. Alors j'espère que c'est le bon, hein. Par contre, sinon je passe vraiment pour un con. Donc ça, normalement, c'est le connecteur spécial BMW, je sais pas quoi là. Ok. Allez. Ah putain, c'est pas le bon. Ouh si, moi je te dis que ça va être le bon. S'il te plaît, le doigt, non. Ah! Ok, c'est bon. Et là, non. Oh oui, voilà. À un téton près, c'était le bon. Plus 12 sur le pin 1. Comme ça. Le 1, il n'y a rien. Ok, donc c'est pas du tout dans ce sens qu'il faut le regarder, c'est dans ce sens. Ce sens. Putain, mais 100%, je vais me planter. C'est vraiment pas clair. Leurs histoires de regarde le connecteur par devant, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, ils disent par devant, mais par devant dans le cul, donc ça n'a aucun sens. Bon, je me suis fié sur celui d'origine. Je l'ai mis le côté lisse, tu vois, sans trou, sur la table. Et là, je compte de 1 à 10. En partant de la gauche. 12, wake up, can, ground. Les autres, on s'en bat les couilles. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Dernier conseil de Roumain des Bois. Quand tu fais ce genre d'opération, commande toujours le double des pièces. Genre des connecteurs, moi je commande toujours tout en double. Comme ça, je sais que le premier, c'est un sacrifice. Le premier, je vais... Tu vois, ces crimes de merde, c'est sûr, je vais en péter un sur deux. Je vais essayer de les bourrer dedans, je vais foirer le truc, je vais le foutre à l'envers, je vais l'arracher au tournevis. Ça va finir comme ça. Donc j'en commande toujours un deuxième. Comme ça, si je fais de la merde, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de problème. Le deuxième, ça sera la bonne. Incroyable, ça s'est bien passé. Oh là là. Le truc qui s'est bourreletté de travers. Il est coincé à mi-chemin et j'arrive plus à le sortir. Je suis pas devin, hein, je me suis juste assez fait baiser dans ma vie pour savoir comment ça marche. Ok. Ah, c'est bon ça quand j'entends un clic. Ok, donc je revérifie le pin 3 jaune can low. Et bah c'est bon. Voilà. Connecteur terminé. Clips. Pépite. Si je mets le noir, le rouge avec le wake up, est-ce que le truc s'allume? Oh! Il s'allume! Incroyable. Vous noterez aussi que j'ai rajouté une prise OBD. Alors j'ai fait ça pour la blague, parce que la 8 HP communique par OBD. Donc en fait on peut la reflash ou faire des...
faire des marabouteries par OBD. Alors je me suis pas privé, j'ai mis une prise. Peut-être qu'un jour elle servira, peut-être qu'elle servira pas. En tout cas, pour le contrôle technique, c'est nickel. Dans l'habitacle, j'ai tout dégagé, donc j'ai sorti le shifter pour faire de la place. Ici, on a la sortie de boîte, tout simplement. Et là, j'ai fait un perçage pour faire passer le faisceau de la boîte. Tu vois, je lui ai mis une petite vaginette en caoutchouc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des vaginettes en caoutchouc. On passe le faisceau de la 8HP, on va le sortir ici. Ok. Et hop, ma boîte est connectée. Et là maintenant il suffit de se fier aux couleurs. Donc tu as l'alimentation avec le plus 12, le wake up, donc le 12 volts wake up. Et ici bah, j'ai mis les mêmes codes couleurs. On a juste à mettre du rouge sur du rouge, du vert sur du vert et attacher tout ça ensemble. J'aime beaucoup cette pince à dénuder. Avant je dénudais tout avec les dents et j'arrachais comme ça et je me suis fait j'ai un creux dans la dent, tu sais, genre ma dent c'est devenu une pince de dénudage parce que j'arrivais pas à trouver une pince qui me plaisait. Soit tu avais des pinces où tu prenais 3 ans à les régler, soit tu avais des pinces qui arrachaient les fils. Tu sais, genre quand tu essayais de dénuder, bah tu avais des fils qui partaient avec et moi ça m'énervait. Donc au final je suis content, j'ai trouvé celle-là. C'est une Sam outillage, voilà. Tadam, magie du montage, j'ai tout terminé, tu vois, c'était vraiment pas compliqué. Tu mets des alimentations, tu mets de la masse, tu mets CAN bus, là j'ai une prise de CAN bus pour le shifter et pour l'OBD derrière. Et ici, un CAN bus pour la boîte de vitesse, voilà. Plus qu'à faire le faisceau du Max CU. Waouh! Waouh! Très belle pièce, hein, très chère aussi, mais franchement... C'est le rat qui vous dit ça, elle vaut chaque euro de son tarif. Là, peut-être, il y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que je fasse encore un Speeduino V2, un truc fait maison, un truc un peu ghetto. Je l'ai déjà fait une fois et sur cette chaîne, je vous ai déjà expliqué. Mon but, ça a toujours été d'aller de l'avant. Speeduino, je ne vais pas le refaire 15 fois. C'est chiant à mettre en place, c'est limité au niveau des possibilités que tu peux faire avec. En tout cas... selon mes compétences, évidemment, tu peux faire des Speeduino vraiment coder toi-même ton truc et tout, qui sera aussi puissant que tes compétences, mais mes compétences en programmation, elles sont de 0. Voilà. Donc, fini l'aventure Speeduino, ça marche. Une fois que tu as fait un Speeduino, tu peux tout faire, parce que vraiment tout devient archi facile. Une fois que tu t'es arraché la tête avec tous les problèmes possibles et imaginables, c'est très sensible comme système, mais tu peux le faire marcher, ça marche, c'est un très bon projet école. Maintenant, on rentre dans la cour des grands parce que ce calculateur-là, il va nous permettre de piloter à la fois le VVT, le VTEC, des capteurs de cliquetis, du traction control et surtout la boîte de vitesse automatique et le shifter. Et ça, il n'y a pas beaucoup de calculos qui le font, pour ne pas dire 0. Donc, Max CU. Quand tu payes une Max Sécu chez EMS Motorsport à 1450 €, crois-moi qu'on va utiliser toute la Max Sécu. C'est-à-dire que tout ce qui est possible et pilotable avec ce truc, on va tout faire. On commence par lister tout ce qu'on va capter et actionner avec le calculateur. Donc avant de partir en freestyle et tirer des câbles dans tous les sens et s'y perdre totalement, comme je t'ai dit, les faisceaux, c'est pas compliqué, il faut juste être rigoureux, faire des listes et des schémas. Donc là, je commence par faire la liste de qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai pété un câble, je me suis dit que j'ai besoin de rentabiliser ce calculateur. Donc pour les capteurs, on va commencer par température d'eau et d'huile, classique. Température d'huile de pont, parce que pourquoi pas. 4 GT, c'est important parce que si jamais tu as un cylindre qui est plus pauvre que les autres, tu le vois direct avec un EGT, la température du cylindre va augmenter comparé aux autres. Donc ça permettra d'éviter de percer un piston stupidement. Le map externe, alors là peut-être que ça ne vous parle pas, mais en fait Max Sécu, il y a un port pour tirer un petit tuyau, une durite qui va dans le collecteur. Comme ça le moteur il va sucer et envoyer de l'info de pression par cette durite et le calculateur va savoir
l'info du collecteur. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche bien. Mais quand tu essayes de pousser les choses au bout, eh ben, tu fais comme les constructeurs d'origine et tu mets un capteur directement sur le collecteur. L'AFR classique, capteur de pression d'essence, très important quand tu veux savoir si tu as une perte de pression. Ça veut dire que ta pompe, elle ne débite pas assez. Tu vois, donc c'est important de savoir pour savoir si ta pompe, elle est bien ou pas. Flex Fuel, parce que pourquoi pas. Capteur de frein, très important. Il faut avoir un capteur sur la pédale de frein. Comme ça, le calculateur sait qu'il ne faut pas envoyer de la sauce dans la boîte de vitesse quand tu es en train de freiner, tu vois. L'embrayage, donc là, ça c'est pour simuler l'embrayage virtuel. On va essayer de le faire. Je ne sais pas si ça va marcher, mais histoire de avoir comme une boîte mécanique, mais en automatique. Comme ça, tu presses l'embrayage, tu lâches et tu fais des départs de bâtard. Et enfin, la pédale électronique, parce que je suis un fancy boy. Je n'ai plus envie d'avoir des câbles. Et donc, pédale électronique. Voilà. Ensuite, on a tous les capteurs qui sont de type VR ou Hall. C'est les capteurs de type PMH, de type Arbracam. Moi, en l'occurrence, j'en ai deux. Un capteur sur la cam d'admission et un sur l'échappement. Parce que vu qu'on a le VVT sur ce moteur, il y a la cam d'admission qui va se déphaser par rapport à l'échappement. Donc, il faut savoir de combien elle se déphase pour piloter le VVT. Et ensuite, on a 3 VSS. Donc ça, c'est les capteurs sur les roues qui vont nous permettre de faire l'anti-patinage. Donc tu mets un capteur sur une roue qui n'est pas entraînée et un capteur sur une roue qui est entraînée. Comme ça, si jamais la roue arrière elle tourne plus vite que la roue avant, par exemple, tu sais que tu es en train de patiner. Ensuite, pour l'injection et l'allumage, on a 8 injecteurs pour 4 cylindres. Je suis complètement attardé parce que je vais mettre une injection étagée. Ça, c'est pour avoir des bas régimes relativement tenables et des hauts régimes ultra énervés. Parce que du coup, si tu mets des trop gros injecteurs, ton ralenti il pue la merde. Donc là, comme ça, j'ai 4 injos à bas régime et 4 injos de haut régime. 4 bobines classiques. Et ensuite, on a les actuateurs. C'est-à-dire que tout ce que tu vas piloter avec le calculo. On a le VTEC, le VVT, à ne pas confondre les deux. Le VTEC, ça sert à augmenter la levée des arbres à cam et le VVT, ça sert à déphaser les arbres à cam. Donc ça, c'est très intéressant, d'où le moteur K24, tu vois. Le boost, la nitro, quand je serai riche, je vais mettre de la nitro, peut-être un jour, mais je prévois, on ne sait jamais. Papillon électronique, ça c'est ultra intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir faire de l'anti-lag de bâtard parce que tu pourras piloter l'ouverture du papillon même si tu n'écrases pas la pédale d'accélérateur. C'est-à-dire que tu peux dire au moteur « mets de l'air anti-lag au ralenti ». Donc là, ton papillon, il va faire des 360 au scope et ton turbo va faire « et quand tu vas lâcher, ça va partir comme une balle ». Pompe à essence, RPM et vitesse. Donc ces deux infos, on va les extraire du calculateur et les afficher sur le tableau de bord d'origine. Voilà. On a du planche sur le pain. Et là, ce que je constate, c'est que je n'ai pas assez d'entrée-sortie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Ainsi intervient ce bidule qui est ce qu'on appelle une extension CAN. Donc ça, c'est le CANcheck le moins cher de chez CANcheck. Donc c'est pas un écran, c'est juste un module qui va convertir des capteurs et des boutons supplémentaires en signal qui sera balancé dans le CAN. Donc comme ça, on n'a pas besoin de prendre des sorties supplémentaires parce que tout passe par le CAN bus. Ça, je l'ai acheté 150 € sur Turbo Centrum pour information. Donc voilà, ça, il va falloir le caser quelque part également. Petite astuce, je conseille vivement de monter le calculateur sur Silent Block. Alors notamment si la caisse est fait de la compétition. Moi je vois tous les gens qui montent ça en rigide sur une voiture qui vibre comme ça. À quel moment l'électronique peut apprécier les vibrations? Jamais. Donc vis-à-vis de la fiabilité, il y en a pour 50 centimes sur AliExpress. Donc voilà, je l'ai monté sur 4 petits patins en caoutchouc. Et là on est sûr que ça durera dans le temps. Ouh, sneaky boy. Le max est en place. Pour tirer le faisceau, là, il y a 2 écoles. Tu fais celle que tu préfères. La première école, ça consiste à brancher le faisceau fourni avec directement sur la voiture
et couper à longueur, faire tout en place, capteur par capteur. Sauf que le désavantage de cette méthode, c'est que vu qu'il y a beaucoup de fils, ça va vite être un fouillis total et tu vas potentiellement péter un câble. La deuxième école, ça consiste à tirer un faux faisceau avec tout ce que tu trouves, du câble, des gaines, de la corde d'escalade, ce que tu trouves qui va permettre de simuler les différents bouts de faisceau. Magie du montage. Donc j'ai tiré la simulation de faisceau. Donc ici, là où le faisceau va être épais, j'ai pris du tuyau. Ensuite, j'ai fait des dérivations donc pour partir sur l'alimentation de la boîte à fusibles, les commandes ventilo, etc. On continue sur la partie capteur. Donc ça va aller au capteur d'huile, pression d'huile, PMH, les bobines, les câbles pour mon injection, le câble pour la pression d'essence, etc., etc. Le mât, IAT. Voilà quoi. Une fois que l'araignée est à plat, on va mettre des petites croix à chaque endroit où il y a une extrémité ou une ramification. Donc là, il y a une ramification, je mets une petite croix. Ramification, petite croix. Ici, c'est trop long, donc je vais mettre une petite croix là, une petite croix là. Voilà, comme ça. Non seulement on marque ce qu'il y a à chaque extrémité, mais maintenant, il va falloir se renseigner à qu'est-ce que je dois tirer. Par exemple, pour la pression température d'huile, il y a un capteur qui est 0,5 volts, un capteur qui est de température, c'est un combiné. Il va lui falloir de la masse, capteur du plus 5 volts. Les bobines, pareil, elles ont besoin de 12 volts, de trigger, de ground, etc., etc. Donc voilà, il y a un petit peu de travail qui va se faire en amont, notamment aussi pour le VVT et le VTEC. Parce que tu vois, l'histoire du VVT qui est là et le VTEC qui est là, ça suscite de nombreux débats. Est-ce qu'il faut les mettre à la masse et faire branler le 12 volts ou est-ce qu'il faut alimenter en 12 volts permanent, plus après contact, et faire branler en mettant à la masse? Et ça, j'ai demandé à plein de gens, donc j'ai demandé à tous les gens que je connaissais qui connaissent un minimum, et tous m'ont donné une réponse différente. La question aussi qui se pose, c'est combien d'ampères ces deux éléments ils consomment? La loi d'Ohm, U égale RI, tu vois. Donc, I égale U sur R. Là, je mesure, j'ai 15 ohms. Pour le VVT, j'ai 7 ohms. Alors là, déjà, je comprends pas, parce que les gens m'ont dit que le VVT, il consomme rien, et le VTEC consomme beaucoup. Alors que selon la loi d'Ohm, le VVT consomme 2 ampères, et le VTEC consomme genre beaucoup moins du coup. Donc là, je suis complètement perdu, je sais pas comment piloter ces trucs. Mais vu que tous les gens qui l'ont déjà fait donnent des réponses différentes, ça veut dire que les deux fonctionnent. Mon corps, ma voiture, mes décisions. Au lieu de m'emmerder avec des relais et tout ça, je me dis que 2 ampères max, ça passe. Donc je vais les piloter en plus 12 avec les GPO de 15 et 16. Je vais faire ça. Je vais les mettre à la masse permanente et je vais faire branler du 12 avec ces sorties-là. Voilà. Mes corps, mes décisions, à voir si j'ai raison ou j'ai tort. Ces deux câbles blindés, ils servent pour le PMH et pour le cam. Sauf que moi, j'ai 2 capteurs cam, donc déjà, il faut que j'en tire un de plus. Et j'ai aussi un VSS pour les roues. Tu vois, je vais mettre une roue avant. Et moi, c'est des capteurs Hall. Tu vois, des capteurs Hall, c'est des 3 fils, alors que là, c'est des VR. Les VR, c'est des 2 fils. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà remplacer tous ces câbles blindés-là par du câble blindé à 3 fils, parce que les Hall, en fait, t'as un plus 12, une masse et un signal. Et évidemment, le blindage. 1 heure plus tard, c'est chose faite. Un peu chiant de faire ça propre. J'ai relié toutes les blindages ensemble, j'ai relié toutes les masses ensemble, j'ai alimenté en 12 volts, donc tu vois pareil, encore une grosse épissure ici où j'alimente en 12 volts tous mes capteurs Hall, et j'ai également prévu ça, donc une masse blindage, une masse et un plus 12 pour emmener au deuxième connecteur de la Max Sécu, parce que tu sais sur la Max Sécu Race t'en as 2, et sur le deuxième, et en fait si je veux relier mes VSS là, j'ai aucune alimentation, aucune masse capteur et aucune masse blindage. Donc je suis obligé de les choper sur le premier faisceau et faire une prise annexe. Enfin bon, voilà, que des petites astuces. Le scotch bizarre que j'utilise, ça s'appelle du Kapton Tape.
Alors c'est pas vital, hein, franchement, c'est juste un scotch qui tient des températures plus élevées et qui a certaines propriétés. Je l'utilise parce qu'il y en a sur AliExpress et parce que j'en ai, mais sinon tu mets du scotch normal. Là, ce que je fais, c'est très clairement, je suis pas payé à l'heure. Donc faire des concentric twisting là, pour frimer sur Instagram, moi ça m'intéresse pas des masses. Alors oui, le fait de spignoler à faire un faisceau en torsade concentrique, ça aide pour la souplesse du tauron et ça aide pour les interférences, etc. Mais c'est pas nécessaire. Dans un véhicule d'origine, c'est pas tressé comme ça et c'est seulement dans des conditions mil-spec de course, de je ne sais quoi que voilà, il y a certaines normes et voilà, ils font ça. Mais clairement, comme je te dis, à part pour frimer sur Instagram, dans l'utilisation que j'en ai et que la plupart des gens en ont, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Mais mine de rien, j'essaye quand même de mettre ces câbles, les câbles blindés, le plus possible au centre du faisceau et les autres un petit peu autour. Voilà, c'est juste pour une histoire d'ergonomie, mais je vais pas m'amuser à faire un truc parfait. Bon, j'ai un petit peu avancé doucement mais sûrement, sachant que j'ai recommencé 2 fois parce qu'à chaque fois je suis un gros connard et je sais pas lire. Donc j'ai tiré les mauvais fils et ensuite j'ai gainé. Du coup j'ai dû enlever la gaine et retirer les bons fils et bref, j'ai fait de la merde. Ça c'est... je suis pas concentré. Bon, en tout cas j'ai tiré, tu vois, à chaque fois j'ai fait des branches en fonction de ce qu'on a besoin de tirer à chaque fois. Et là maintenant, je suis sur les bobines. Alors là, je vais en profiter pour vous montrer une de mes techniques secrètes pour faire des épissures fiables et sans énormes bourrelets. Alors tu vois, en général, ce que j'en fais, c'est qu'ils coupent et ensuite ils crimpent avec plusieurs branches. Alors moi, je coupe pas, tu vois. Je garde la branche principale et je la dénude en rond comme ça, tu vois. Sans trop appuyer, je dénude la gaine pour garder l'intégrité du cuivre dedans. Et je fais une petite épluchure comme ça. Et là, je vais dégager le segment, tu vois. Donc comme ça, j'ai gardé le fil, j'ai juste dénudé partiellement. Et maintenant, sur ces petits trucs-là, là, tu vois, je dois faire énormément d'épissures pour les 4 bobines. Donc voilà, pour minimiser les espèces de gros bourrelets, et ben, je tire un fil de section... Je tire un fil comme ça de section inférieure qui va partir sur mes bobines. Donc là, si mon raccord il lâche, bon bah j'ai perdu une bobine. C'est mieux que de perdre toute la rangée, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, je prends des petits crims comme ça. Alors bon, c'est gratuit, je les ai toujours chez Daddy, donc je vais le faire. Parce qu'en fait, les professionnels et les constructeurs dans le milieu automobile, ils disent que c'est plus fiable de mettre des sertissures comme ça, plutôt que des soudures à l'étain. Et à vrai dire, ils ont plutôt raison dans l'absolu, parce que tu sais, quand tu fais une soudure à l'étain, la partie étamée est super raide, et la partie pas étamée de ton fil, elle est super souple. Donc en fait, si jamais ça vibre et ça tremble, ça cassera plus facilement, tu vois. La contrainte, la concentration de contrainte est plus prononcée qu'avec une sertissure. Mais bon, honnêtement, là, je vous dis ça comme ça. C'est un peu de la branlette, clairement. En vrai, on s'en bat les couilles. Mais bon, vu que c'est gratuit, je le fais. Et puis voilà. Tu vois, je mets le fil comme ça. Je l'écrase. Ya!
2 jours plus tard, mon faisceau ressemble à un vrai faisceau. Très bel arbre, monsieur, très bel arbre. J'ai fait de mon mieux. Donc là, on a la prise Max ECU, les sorties, CAN bus, machin, les trucs dans l'habitacle. Bref, ramification. Voilà, ici j'ai mes bobines. Là-bas, j'ai mes injecteurs. Ici, j'ai mes différents capteurs, mes capteurs d'arbre à cam, les machins trucs. Faut pas se faire baiser, c'est que pour ton lambda, non seulement faut un 12, mais en plus, il faut une sortie GPO, lambda, WBO, je sais pas quoi. Donc, faut pas l'oublier. Devine quoi, je l'ai oublié. Voilà, donc ensuite, pour la pression et température d'huile, si tu utilises un capteur combiné, tu vois, tu as 4 fils. Il te faut un plus 5 volts, un sensor ground et ensuite 2 analogiques. Mais il te faut un analogique pour la pression en 0,5 volts et un analogique température pour la température. Donc voilà, faut pas se tromper et faut pas mettre n'importe quel analogique, sinon il faudra du pull-up, ça va être chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pareil, pression d'essence, faut pas se tromper parce que c'est un 0,5 volts, donc il te faut le... Bref, voilà, pareil, map IAT, il faut tirer les bons fils, donc là il y a 4 fils, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais gainer les parties de faisceau où j'ai marqué gain ici, parce que c'est des parties qui vont passer très proches de l'échappement. Et donc pour éviter que les fils crament, j'ai acheté ça, je te mets le lien en description, c'est pas cher. C'est une espèce de gaine en fibre. Bon alors forcément, flamme directe, ça fond. Ouais, en fait c'est de la fibre de verre le machin. Donc là c'est en train de faire du verre fondu. Bon, c'est mieux qu'une gaine thermo qui prendra feu. Et si je l'éloigne un peu de la flamme, c'est quand même mieux que rien, tu vois. Allez, évidemment, ça pouvait pas du tout bien se passer. Le problème, c'est que j'ai essayé 3 pinces différentes et il n'y en a aucune qui crime ça correctement. Soit il se fout de travers, soit ça le broie et ça le coupe en deux. Donc, je les accroche juste vite fait, histoire de faire semblant que c'est là. Et ensuite, je finis à l'étain pour être sûr que ça va pas se barrer. Tant pis, hein. Je suis un putain d'attardé, en fait. Là, ces connecteurs, je les ai mis. Sauf que j'ai oublié de leur mettre la capote. Donc là, va falloir que je les coupe. Et va falloir que je remette la capote et que je recrimpe et que... ça me casse les couilles. Pour anticiper le fait d'être con, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle des boucles de contrôle. C'est Daddy qui m'a appris à faire ça. Tu fais des boucles comme ça sur un tournevis qui de toute manière vont se cacher derrière la capote ici, tu vois. Là, comme ça. Et si jamais tu as besoin d'un peu plus de longueur, d'un peu moins de longueur, ou si jamais tu as besoin de sortir le connecteur, tu pourras beaucoup plus facilement parce que tu as une sorte de petite longueur en rab. Et en plus de ça, ces boucles de contrôle, ça sert à soulager les connecteurs. Tu sais, si tu avais un câble qui était droit comme ça, quand tu tords le connecteur, le câble d'un côté, il a tendance à s'arracher. Donc, tu as une énorme contrainte sur le câble. Alors que si tu as une boucle, en fait, tu peux le mettre dans tous les sens sans que ça risque de péter un truc ou de fragiliser le raccord. Donc, voilà, c'est une technique de professionnel, en fait, les boucles de contrôle. Une technique de HP Academy également. Vu que ça me coûte rien de le faire, je le fais parce que c'est une très très bonne technique, un très bon réflexe à avoir. 2 heures plus tard, côté injection, c'est fait. Donc j'ai rattrapé mes boulettes précédentes et j'ai remis tous les connecteurs avec les bonnes capotes. Et là, je suis passé sur le capteur de pression d'essence. Alors tous ceux qui ont déjà essayé de faire des faisceaux, ils savent que la partie la plus difficile des faisceaux, au final... c'est de réussir à retrouver les connecteurs. Pour chacun de tes capteurs, ils ont tous des prises ultra cheloues. Et dans l'automobile, ils cassent les couilles parce qu'il y a pas... Enfin, voilà, t'as compris qu'ils utilisent 40 millions de trucs différents. Donc, j'ai tapé le travail pour vous et je vous ai mis les liens de tout ce que j'ai utilisé en description. J'ai tout pris sur AliExpress. Sur AliExpress, les prises, elles sont pas si dégueu, elles font le taf. Mais de toute façon, en électricité, tout le monde sait que la partie la plus importante, c'est le crimp, le pin que tu vas sertir. Et les Chinois, le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus fins que les originaux. Ils ont
pratiquement pas ou peu de cuivre à l'intérieur. Donc en fait, niveau conductivité, c'est pas top. Et en plus, quand tu les sertis, ils sont tellement fragiles que souvent tu les détruis. Donc c'est pour ça que commande-en toujours plusieurs. Comme ça, si t'en détruis un, et ben c'est pas la fin du monde. Je l'ai fini à l'étain. Comme ça, au moins, je suis sûr. Là, au moins, je suis sûr que ça bougera pas. Je mets juste un tout petit point pour assurer le coup. Et ensuite, il va falloir retrouver le pin-out. Alors là, ça va être technique. Parce que ce capteur de pression d'essence, j'ai pris un Febi en laiton. Et je pense pas que c'est une bonne idée pour l'éthanol. Parce que bon, il va sûrement s'oxyder. Normalement, en course, ils utilisent les capteurs Honeywell en inox, sauf que c'est 160 € pièce et c'est quasiment introuvable. Même sur les sites officiels, c'est genre 150 balles. Donc ça, c'est 15 €. Et bah écoute, on va essayer. Allez, on tient le bon bout. Là, je suis en train de piner les derniers connecteurs de capteurs. Alors, tu vois le problème de prendre des capteurs qui sont pas chers et inconnus. Enfin, ils sont pas inconnus, c'est des capteurs officiels, Bosch, etc. Mais le truc, c'est que c'est pas des capteurs que te revendent des revendeurs à des prix exorbitants, genre 100 balles le capteur. Parce qu'en fait, ces revendeurs, ils ont fait le travail de retrouver la datasheet. Tu vois, ils ont trouvé les pins des capteurs. Et moi, vu que je suis un gros rat, j'ai pris des capteurs combinés. Parce que du coup, j'ai un capteur qui a 4 fils, mais il mesure à la fois une pression et une température. Comme par exemple pour le MAP, j'ai un capteur, 4 fils et ça mesure les deux. Pareil pour la pression d'huile. Je ne vais pas mettre un température et un pression. Chiant, j'en mets un qui fait les deux. Mais le souci, c'est que Bosch, ils ne fournissent pas la datasheet pour plein de choses. Et du coup, tu connais ni les valeurs de calibration du capteur, ni où brancher quelle patte. Parce que tu vois, là, j'ai 4 pattes, je ne sais pas comment je l'alimente. Sauf que je sais comment je l'alimente. Enfin, j'ai fait le travail en amont. Et vu que je suis Roumain des Bois, je te donne les références et les pin-out des capteurs. Parce que moi, je vote pour le tuning pour tous. Ça te permettra d'acheter des capteurs à 30 € au lieu de te faire farcir le cul. Voilà, magnifique avec la petite capote. Parfait. Et enfin, on passe aux bobines d'allumage. Alors pareil, j'ai acheté des connecteurs chinois sur AliExpress, ça vaut à peu près 1 € pièce. Et enfin, le pin-out. Je te mets une photo juste là. J'ai pris l'info chez Altec, donc normalement, c'est pas des branleurs. Rouge, marron, bleu. Et la petite capote pour finir. Bim. Bien joué Ovid, c'est super. Premier faisceau terminé. Enfin, sauf s'il y a des fautes et je sais qu'il y en aura. Allez, plus que 2 à faire. C'est vrai que j'ai pas précisé ce que je mets pour habiller le faisceau électrique. Alors je mets de la gaine thermorétractable. Alors j'en ai 2 types. Celle-là dans cette boîte, ça vient de ces trucs-là, ça vient de chez AliExpress. Ça, je sais pas où je les choive. Et ici, ce que je mets donc sur le faisceau, c'est de la gaine de chez GT2i. Donc en fait, finalement, quand j'ai comparé les tarifs, c'est très rentable d'acheter un rouleau comme ça. Il y a genre 5 mètres par rouleau, ça coûte entre 15 et 20 balles et au final sur AliExpress c'est le même prix et celle-là est plus quali, tu vois, plus quali, un peu plus souple que les gaines AliExpress.
Et sinon, pour les raccords, lorsque je fais des ramifications où les gaines elles se recouvrent, tu vois, comme ça, et ben je mets de la gaine collante pour coller, pour éviter que l'humidité se barre dedans, etc. Donc là, tu vois, la gaine collante, ça c'est AliExpress par contre, et franchement, elle fait le taf. Elle fait le taf, elle est plutôt quali, la colle est pas des plus folles, mais c'est pas mal. Pareil pour les raccords, tu sais, je mets des Dutch. Faut savoir qu'il y en a 3 types. Il y a les DT normaux, comme ça. Il y a les DTM, M pour miniature, et les DTP, P pour puissance. Alors ça, je l'invente pas, c'est GT2i aussi qui m'ont expliqué comment ça marche. Donc eux, ils vendent des raccords. J'en ai acheté des DT normaux pour y passer un peu de puissance. Ces trucs-là, ils passent genre 13 ampères par pin. Donc là où on parle d'un peu de puissance, j'ai pris des officiels. Mais là où je parle de capteurs, de petits signaux qui craignent pas, j'ai pris des faux AliExpress. Et comme je t'ai dit, les connecteurs chinois, ils sont pas dégueulasses, mais le problème, c'est les pins. Ils sont de mauvaise qualité, le métal est très fin et le cuivre, il y en a pas. Pareil sur les câbles de batterie ici, j'ai pris des officiels. Ça, c'est du vrai cuivre. Yeah. Tiens, regarde. Un exemple vaut mieux que 1000 mots. Ça, c'est du câble chinois. Le fil, c'est pas du cuivre, c'est de l'aluminium. Et pareil pour les fils, les conducteurs, tout ça, les trucs chinois. J'ai pas trouvé des bons fournisseurs et c'est tout de l'aluminium ou je sais pas quel métal bizarre. Donc ouais, là où on parle de puissance et de trucs qui risquent de surchauffer, je prends du cuivre, je prends des trucs officiels sur GT2i et là où je m'en fous, je prends des trucs chinois. Je vous mets pareil tous les liens en description et comme d'habitude sur GT2i, t'as le code SoShiny pour moins 15% sur le site. Comme tout à l'heure, j'ai fait mon petit arbuste, les ramifications, les raccords, etc. Et maintenant, je suis en train de câbler les connecteurs. Alors là, je m'occupe du VTEC et du VVT. Et c'est un putain d'enfer. Ces enfoirés, pour chaque connecteur, que ce soit un 1 pin, 2 pins ou 3 pins, ils ont fait des connecteurs avec 3 variations différentes et toi tu commandes un, tu penses que c'est le bon et en fait c'est pas le bon. Je te montre, mate ce putain de connecteur. Tu vois ici, tu as le rail qui est au milieu. Tu prends un autre, tu as le rail qui est pas au milieu mais qui est en bas. Et il existe un 3e format où le rail est en haut. Donc en fait, moi je me suis grave fait baiser, j'avais pas le bon, loi de Murphy. Et bien sûr, je me suis fait baiser aussi sur le PMH et l'arbre à cam. C'est des 3 pins. Là tu vois le machin est au milieu. Et là, le machin, il est en haut. Et donc moi, comme par hasard, j'avais commandé celui où c'était en bas. Voilà, donc j'avais pas les bons. En plus, tu te rappelles tout à l'heure dans la vidéo, je t'ai dit, j'ai tout prévu pour pas me faire baiser. J'ai acheté des paquets avec plusieurs, comme ça si j'en pète un, il y en a d'autres, etc. Même ces trucs Bosch, j'ai acheté plusieurs formats. Parce que ces trucs de merde là, tu te dis que... bah, il n'y a que lui. Mais non, en fait, il y a la version moyenne, petite et grande. Ça, c'est un grand, ça. Et mes capteurs, il me fallait des moyens. Et même ces trucs de chez Honda, bah, du coup, je les ai tous achetés, sauf les bons, en quantité massive. 3 semaines plus tard, un max de taxes et une empreinte carbone pas ouf. J'ai reçu mes connecteurs. Alors, notez que pour le VTEC, il vous faut les rails en bas. Donc là, rails en bas. Comme ça, bim. Et là, pour le VTEC, il faut les rails milieu, comme ça. Voilà. Là, on est bon. Et là, tu vois que c'est vraiment de la grosse merde, les crimps. Mais si, c'est bien les faisceaux. Fais-moi confiance, c'est bien les faisceaux. Le connecteur, il fait tellement pitié. Je renforce un peu à l'étain là pour ajouter de la matière. Parce que le machin, il va fondre direct. Il faut trouver comment ça se met. Ah, ça a l'air d'aller comme ça. Allez, dis clic. Faut que tu dises clic. On dit clic quand on est poli. Ah oui. En fait, faut leur pousser dans le cul un petit peu. On passe ensuite au papillon électronique. Donc je suis en train de le câbler. Je te mets le pin-out juste ici. Comme ça tu peux faire pause sur la vidéo et taper dans l'information. Alors faut se méfier parce que les papillons électroniques, on a tendance à toujours mettre très gros.
On se dit que plus c'est gros, mieux c'est, alors que pas du tout. Il faut faire gaffe parce que si tu as des papillons trop gros, tu peux pas régler ni les ralentis ni les bas régimes parce que la moindre ouverture, tu rentres trop d'air. Donc en fait, c'est n'importe quoi de mettre des gros papillons. Moi, j'ai monté un papillon en 74 mm. C'est la limite acceptable, on va dire, pour un K24. Donc celui-là, je te mets la ref officielle Bosch sur Autodoc, le lien en description. Et il y a d'autres papillons, donc celui-là c'est un 65 mm ou un 68, je sais plus. Celui-là, le pin-out n'est pas décalé, le connecteur ressemble, mais c'est pas le même, donc ça monte pas. Tu te dis que oui, mais en fait non. Donc voilà, faut se méfier, c'est un beau merdier encore. Putain, je vais devenir complètement zinzin. Ça me rend barjo ce connecteur. Je sais, est-ce qu'on en parle de ce connecteur ? Non mais sérieusement, il y a une espèce de truc que tu slides pour le déverrouiller. Le machin, il est fait en 4 parties. Je comprends pas dans quelle position il est verrouillé, dans quelle position il est déverrouillé. Et il s'avère que j'en ai déjà pété 2. Genre, eux deux là, je les ai pétés. Il y a des morceaux qui se barrent. Il me reste plus qu'une seule chance. Et j'ai toujours pas compris comment il marche. J'arrive pas à le verrouiller. Le truc, C'est fait, j'ai plus jamais envie d'en parler. Ce connecteur, achetez-en 10 et vous allez en péter 9. Les clips, ils sont trop fragiles, le machin, il rentre pas bien. J'avais pas les bons pins, bref, tout va bien se passer. Ce connecteur ne me dégoûtera pas du projet. Je suis d'extrêmement mauvaise humeur. On passe ensuite à la pédale électronique. Pareil, du coup, le connecteur, je te le mettrai en description. On va le piner dans le bon sens. Alors, il faut savoir qu'il faut dédoubler le 5 volts et dédoubler les masses. Parce qu'en fait, là-dedans, c'est un capteur redondant. C'est-à-dire que tu as un potard à 3 fils et en fait, tu as 2 potards. Donc, en fait, tu as 6 fils en tout. Comme ça, si jamais il y a une des parties qui lâche, il y a l'autre qui prend le relais. Comme ça, tu ne te satellises pas dans un arbre et genre le moteur, il se met pas rupteur pour rien. Donc, voilà, je te mets le lien en description. Ça, c'est une ref Bosch achetée d'occasion, donc vient d'une Alfa Romeo, mais de toute façon ces pédales elles sont montées sur 40 millions de véhicules, ça vaut absolument rien. La pédale en face de toi, tu la couches, tu la regardes, ici c'est le 1, ici c'est le 6, donc on a plus 5 volts masse, ensuite on a l'analogue principal, ensuite une masse en 5 et le dernier en 6. Donc voilà, le dernier c'est le backup si jamais tu perds le signal. Allez, nique ta mère. Super au vide. Deuxième faisceau terminé. J'en vois pas le bout, c'est interminable. J'ai l'impression que cette voiture elle démarrera jamais, ça me rend fou. J'ai tellement de faisceaux de boîte, shifter, canne, faisceau numéro 1 de la Max Sécu, faisceau numéro 2 de la Max Sécu. Putain, mais 5 faisceaux dans cette vidéo, plus sans parler de la boîte à fusibles, l'habitacle. C'est un enfer. Il se fait faim et j'annonce le retour des recettes de cuisine foireuses. Aujourd'hui au menu, sans surprise, chou de Bruxelles. Mes recettes, c'est comme mes projets. On prend des trucs aléatoires, on mélange et on voit si c'est bien. On a ces petits gars là qui fermentaient dans mon frigo. En accompagnement, il y a du sanglier. Alors j'ai hésité soit ça, soit du chat là-bas. Mais il est un peu trop poilu, c'est nul. Longue histoire, il fait pas bon vivre dans le 42. Il a croisé la route d'un Brenec. 32 grammes, calibre 12,67. Je sais pas cuisiner ça, je l'ai jamais fait. Je sais même pas quel goût ça a. On va essayer. Avec ça en légumes, on va faire les fonds de frigo avec des lardons fumés, des oignons et des carottes qui faisaient des tortues ninja. Bon, on va les nettoyer et on va pas gâcher. Aucune idée d'à quoi m'attendre, mais vu la gueule du machin, je partirais bien sur un petit bourguignon, un truc en sauce. J'ai débité le sanglier, j'ai débité les carottes et les oignons. Dans un monde idéal, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tout mélangé ensemble. J'aurais mis un boucaquet garni avec un pinard à 3 balles, parce que de toute façon, je sens pas la différence. J'aurais fait mariner tout ça pendant une nuit. Sauf que là, on est dans la vraie vie, j'ai pas le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais balancer les lardons dans la cocotte en fonte. Je les fais caraméliser un petit peu. Et dans le gras des lardons, j'y fais saisir la viande de sanglier. Une fois que tout est saisi, je balance les légumes, carottes, oignons. Bim bim, oh putain, ça se remplit trop.
Voilà, j'y mets genre 4 gousses d'ail, bim bim, et ma fameuse bouteille. Il y avait marqué Prestige, voilà. Du coup, j'ai acheté. J'y mets les os aussi. Ça donne toujours du goût, les os. Pas de gâchis, on a dit. Bim bim. J'ai failli oublier, pour combattre un peu cette odeur de chacal, mes légumes, poivre, sel, laurier et un petit peu de thym. Voilà, et on l'oublie pendant à peu près 3 ans et demi. Et avec tout ça, j'ai lancé des patates pour faire une purée et les choux de Bruxelles qu'on va ébouillanter dans l'eau des patates et ensuite qu'on va faire revenir à la poêle avec du beurre parce que c'est très bon pour garder la taille fine. Pas de tutoriel pour la purée, mais je respecte très peu les gens qui me font de la purée en poudre. N'est-ce pas? Dans ta vie étudiante. Qu'est-ce que tu m'as servi, vilain steak? J'en ai marre d'attendre, on va dire que ça bout. J'y mets les choux de Bruxelles par-dessus, juste histoire de les ébouillanter pendant genre 10 minutes. Une raisonnable quantité de beurre demi-sel. Et on y mixe. Le mixage, ça fait des purées super élastiques, super collantes. Alors c'est marrant, hein, mais moi j'aurais préféré les écraser, mais j'ai pas d'écrasoir, donc bim bim, mixage, et puis voilà. Hein. Ça m'a l'air fort juicy tout ça. Ça c'est filoche. C'est déjà bon signe. Ben, c'est bon. T'as goûté la viande? Ouais, elle est... C'est pas ce à quoi je m'attendais. Ben moi je m'attendais à un truc qui sent un chacal. C'est du bœuf. Je vois pas la différence avec du bœuf. Abuse pas. C'est un goût de haricot. Je sens bien un goût de bœuf au haricot. Chaque chose est indépendamment bonne et le tout est globalement bon. C'est ça. Écoute, recette validée, hein. Je ferai pas ça tous les jours. J'ai quand même passé genre 3h50 de cuisson. Chiant. Ton chat est suicide. J'arrive dans la phase du projet vraiment où c'est le plus dur psychologiquement. C'est l'une des phases où les gens ils lâchent parce qu'en fait, tu as une liste de choses à faire. Tu les fais une par une et à chaque chose que tu rayes, t'en rajoutes 4. T'as l'impression que c'est interminable, les finitions c'est horrible. J'ai toujours dit en fait dans les projets automobiles comme ça, surtout des projets de cette ampleur, quand t'as 1000 moteurs dedans, t'as fait le plus simple. C'est rien, avoir 1000 moteurs dedans c'est 1% du boulot, c'est le plus facile. Là j'ai fait énormément de choses nulles. J'ai branché tout le faisceau, j'ai tout mis en place, j'ai tout vérifié. J'ai fait sortir le faisceau par là, j'ai fait des passages propres, j'ai connecté les connecteurs. Tu vois, j'ai ici des connecteurs en rab avec du 12, du ground et du 5 volts. On ne sait jamais, il y a toujours des choses que tu rajoutes par la suite et si tu les as pas tirées, tu l'as dans le cul. J'ai tiré le faisceau le plus proprement possible. Alors c'est pas un faisceau professionnel, mais mine de rien, il a le mérite d'être là et j'espère qu'il aura le mérite de bien fonctionner. Donc j'ai tout gainé proprement. Tous mes EGT, là, tu vois, je leur ai mis des petites capotes en verre comme ça. Là, j'ai mis de la protection thermique. J'ai quasiment tout remonté dans la baie moteur. J'ai à peu près remonté tous les fils importants à l'intérieur du tableau de bord. J'ai aussi rajouté 2 boutons. Ici, il y avait 2 emplacements vides pour avoir des accessoires en plus, des options que je n'avais pas. Donc, j'avais ces 2 boutons déjà et j'ai acheté ces 2-là d'occasion et je les ai branchés. Donc ça sera des boutons surprises, on va dire. J'en dirai pas plus pour le moment. Le compteur, je l'ai remis à sa place. J'ai testé les aiguilles. Les 2 aiguilles fonctionnent. Et ici derrière, tu vois, j'ai branché donc le compteur de Clio ou je ne sais plus quoi. La Max est branchée et à sa place, donc tous les faisceaux sont à l'intérieur. J'ai tiré le CAN bus que j'ai branché ici sur les raccords, sur les Dutch là, des DTM. En dessous, mes EGT sont connectés. Réservoir tampon raccordé et serré avec des joints en téflon, très important. Et bien sûr, le coffre définitivement rangé et nettoyé. Oui. Bonjour. J'étais en train de filmer, tu me déranges là. C'est le moment où je suis le plus impatient et le plus stressé parce que tout ce qui reste à faire, c'est mettre en huile le moteur, la boîte, le pont.
serrer 2-3 trucs et brancher le PC et envoyer la sauce. Y a pas de, ça sert à rien de tourner autour du pot. Là, on va la démarrer. Donc voilà, il y a tellement d'incertitudes possibles, il y a tellement de fuites potentielles, il y a tellement de dingueries qui peuvent se produire. Là, dans ce setup, il n'y a rien qui est censé aller avec rien. Et des problèmes, il y en aura. Il y en aura un paquet. Plus qu'à savoir si la prépa est très pimp ou si je passe pour un con auprès de 200 000 personnes. Je fais chauffer l'huile, je porte mes couilles et ça part. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour le liquide de refroidissement, je mets de la Motul. Il y a plusieurs grades. Choisis celui le plus adapté à ta voiture en fonction des compatibilités sur l'aluminium, le laiton, etc. Il faut savoir qu'il y a des différences de compos. Moi, je prends celle-là, donc Motul. Pour l'huile de pont, il faut regarder ce que demande le constructeur. Moi, normalement, pour mon pont, si j'ai bien compris, la 80-90, ça ira super bien. Et celle-là, j'ai choisi celle qui est chargée au molybdène. C'est de l'huile qui est noire. Ça ressemble à du sang de dragon ancien, tu vois, c'est magnifique. Pour la boîte de vitesse, BM recommande la ZF Lifeguard 8, un truc comme ça. C'est une très bonne huile, il n'y a pas de doute, mais ça coûte une burne parce qu'en fait, ils essayent de revendre leur huile à eux. Donc en fait, ils disent, ouais, tu es obligé de mettre ça, sinon ta boîte, elle explose. Alors pas du tout. Il faut savoir qu'il faut juste regarder les normes, les certifications. Et il s'avère que l'huile ATF6 de chez Motul, elle a exactement les mêmes propriétés. Donc normalement, Motul, beaucoup moins cher et ça marchera super bien. Et petite nuance par contre, pour le moteur, je ne vais pas tout de suite dégainer la 300V comme d'habitude, je vais prendre de l'huile de merde. Alors, tu vois, là on est dans la phase rodage du moteur. Le rodage, ça veut dire que là, il faut que le moteur il se lime sa propre gueule. Parce qu'en fait, c'est ça la différence des huiles modernes, c'est que c'est des huiles de synthèse qui sont pleines d'additifs, bourrées d'additifs et des additifs anti-usure. Regarde-moi ça. Ils n'assument même pas la composition. Genre, même eux, ils ne savent même pas si elle est minérale, synthétique ou pas. Genre, ils marquent huile moteur. Peut-être. Et j'ai pris celle-là aussi pour faire un petit cocktail. Voilà, 10-40, semi-synthétique. Il y a surtout de la minérale dedans vu le prix, donc bim bim, ça part. Le problème, c'est que j'ai un carter fait maison, donc je ne sais pas quel volume d'huile je dois mettre dans ce moteur. Putain, je suis vraiment un enculé, hein. Je mets des pubs partout. Non, je rigole, j'en mets 3 toutes les 20-25 minutes en général. Ouais, allez, 4 litres 8. 4 litres 8 qui m'a dit mon mentor. Ouh, ça va être chiant. Oh, c'est épais. L'hiver, il est revenu, là. Il fait 5 degrés à l'atelier. Promis, petit moteur. Je te mettrai de la 300V juste après. Mais là, faut que tu te fasses un peu du mal. Là, faut souffrir. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ma femme. Tu me donnes, pendant que tu tournes, tu me dis le régime qui t'indique le moteur. T'es à 311 là ? Mais 305. Ouais, c'est une bonne base. Je ne l'ai pas dit précédemment dans la vidéo, j'ai rentré tous les capteurs. Après quelques galères, toutes les valeurs sont bonnes. Il n'y a pas de valeur aberrante, les pressions d'huile c'est bon, la pression d'essence c'est bon, MAP c'est bon, après avoir cramé un capteur. On va garder les trims pour vérifier. Je vais rajouter la Oil P. Faut qu'on regarde les pressions de boîte aussi. Les 8 HP, mes couilles. Ça, il tourne 2 fois moins vite ton arbre à cam. Ouais. Du coup, quand il chope le signal, il peut soit être sur une phase d'admission, soit sur une phase d'échappement. Et ça, il n'a pas moyen de le savoir, donc il faut le renseigner au max sécu. Ah ouais, il y a un paramètre pour ça. Ouais, tu l'as dans ton trigger, dans tes trucs input, trigger, et tu as marqué before ou after TDC. Et ça, faut la démarrer pour le savoir. Ah ok. Vu qu'elle est en séquentiel, en soi, ça démarre ou ça démarre pas. Écoute, vas-y. T'as une chance sur 2, quoi. T'as pas confiance en mon tuning? J'ai confiance en personne. Même pas en toi, même. Non. Tiens, regarde si une dinguerie, le temps que je coupe. Tu la démarres, si tu vois qu'elle part dans l'univers, tu coupes direct. Hein. Et tu me dis si t'as le moindre doute, t'éteins. Important ça, très important. Quoi? Non, je disais à la caméra, très important. Ouais, mais ça c'est la base. Hein. T'es prête?
trigger, Trigger home. à la case home, after, où Et tu as là, before TDC. after. Change-le pour voir. C'est toi qui la 3000 tiens. tours. Non, 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 il est à 3000 tours. Mais là en test mode. Idle control, Attends. setting. Ah, parce elle aussi avec la valeur d'or. Éteins-la, éteins-la. Wow, calm down. Calm down. De toute façon, va falloir changer les valeurs de. Le papillon. Oh, la petite giclette, c'est beau. Donnez-moi des vacances. Je suis fatigué. 2 mois et demi que je m'arrache les cheveux pour en arriver à là. Très belle victoire. Très belle victoire. J'avais promis dans la vidéo précédente, j'avais dit ça tourne, ça démarre. Dans cette vidéo, la boîte automatique, elle shift, elle passe les rapports, elle fonctionne. La communication CAN bus, elle fonctionne. Je suis très content, je suis fier de moi pour en être arrivé à là. Mais mine de rien, je ne vais pas vous mentir. Ça se voit sur ma gueule, je reste sur ma faim. Faire vroom vroom au ralenti, un premier démarrage, tout ça, on s'en tape. Ce n'est pas l'objectif du projet, ce n'est pas une prépa chandelle. Ce projet, il faut que ça aille bombarder, que ça tartine et que ce soit un satellite. Donc prochaine vidéo, elle roule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura fait avancer le monde du tuning et sur ce je vous dis à très bientôt. Ciao.